Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Proximité et précarité. Chapitre 1. Un secteur d'activité de proximité. Le secteur des services à domicile a connu dans les années 1990 une focalisation de l'intérêt, dans une période où les politiques publiques étaient à la recherche de moyens pour dynamiser l'emploi. Globalement, les services apparaissaient comme le secteur qui pouvait créer des emplois dans une économie ouverte où les délocalisations et les gains de productivité tendaient plutôt à en supprimer dans l'industrie. Les services délivrés à domicile, ancrés dans la proximité territoriale, présentaient à un degré accru cette caractéristique. Dans ce contexte, les travaux réalisés dès le début des années 1980 pour quantifier la production domestique par Annie Fouquet et Anne Chadot prennent une résonance nouvelle, Fouquet 2001. Ceux-ci montraient en effet que les heures passées au travail domestique gratuit créaient annuellement une valeur considérable, représentant en France entre un tiers et trois quarts du PIB marchand. Mais ce n'est que lorsque la basse conjoncture a rendu impératif de découvrir des gisements d'emploi, que l'on s'est vraiment avisé que le travail domestique fourni gratuitement au sein des foyers, essentiellement par les femmes, répondait à de réels besoins. Dans un contexte de chômage récurrent, il était tentant d'imaginer de convertir ce travail gratuit en emploi salarié destiné à des chômeurs, ou plutôt à des chômeuses. Il semblait suffire pour cela d'encourager le développement de services de proximité. Le nouveau service ? Ce mouvement d'externalisation vers le salariat de tâches effectuées auparavant gratuitement dans le cadre familial n'est évidemment pas une nouveauté. Ce n'est là que l'histoire de la mise en place de la société de consommation, quand des objets autoproduits deviennent, avec l'industrialisation et la division du travail, suffisamment bon marché pour être accessibles à la plus grande partie de la population, leur production domestique est progressivement abandonnée. La production de vêtements par l'industrie textile et de confection, mais aussi celle d'aliments prêts à consommer par l'industrie agroalimentaire en sont de bons exemples. Toutefois, cette externalisation transforme le travail domestique plus qu'elle ne le supprime. Si les femmes françaises d'aujourd'hui n'ont plus pour la plupart d'entre elles à effectuer les tâches si pénibles de la lessive de grosses pièces de linge, du nettoyage d'appareils de chauffage au bois ou au charbon et du grattage des parquets, l'entretien du linge et le ménage n'ont pas pour autant disparu de leur horizon quotidien. L'importance du temps passé aux tâches domestiques en atteste. Il n'a guère diminué malgré l'accès au confort moderne et l'équipement en masse des ménages. Mais l'importance relative des diverses tâches s'est modifiée, les plus immatérielles d'entre elles, qu'on peut qualifier de services, s'adressant directement aux personnes, ayant pris une place de plus en plus importante, sinon en temps, du moins en termes de préoccupation ou de charge mentale. Mais on observe aussi un mouvement d'externalisation pour certaines de ces tâches de service aux personnes, comme l'éducation et la prise en charge de la petite enfance. Si tout au long du XIXe siècle, comme on l'a vu plus haut, les femmes sont sommées de prendre soin de leurs enfants, quitte à délaisser pour cela des occupations rémunératrices, il n'en reste pas moins que, parallèlement, se mettent en place des institutions spécialisées qui offrent une alternative à cette prise en charge domestique. En France, dès les années 1830, les salles d'asile puis les écoles maternelles vont permettre l'accueil des jeunes enfants de mères actives. Si ces institutions sont d'abord destinées aux classes populaires, il faut souligner qu'elles deviendront ensuite progressivement au XXe siècle la norme de la vie quotidienne des tout-petits, toutes classes sociales confondues. Cette originalité de la situation française concernant la prise en charge quotidienne des petits-enfants par rapport à d'autres pays européens participe très certainement à cette autre spécificité française qu'est la continuité de l'activité professionnelle à temps plein des mères de famille, y compris avec des enfants en bas âge. Cette situation s'oppose par exemple à celle de l'Allemagne où les mères de famille professionnellement actives sont au contraire très rares, le modèle d'activité féminine étant celui du choix, être mère ou active, et non celui du cumul. On voit sur cet exemple que la définition d'activité comme domestique, donc hors marché, ou leur externalisation comme professionnelle, ne dépend pas de leur nature comme tend à l'affirmer le sens commun, mais bien de l'état des structures économiques de production et des institutions sociales alternatives de prise en charge, le mouvement n'étant d'ailleurs pas uniforme et procédant parfois par aller-retour. Comme le fait remarquer Agnès Pitrou,
Certains services ont connu une histoire cyclique. Par exemple, le nettoyage du linge, longtemps délégué à des blanchisseries dans certaines classes sociales, a été réintégré en force au foyer avec la diffusion des machines à laver, Pitrou 1978. Dans ce domaine de l'entretien du linge par exemple, il n'est pas impossible que l'on observe à nouveau une externalisation dans les années à venir, en particulier pour le repassage. Pourtant, c'est le plus souvent en termes de nature et d'évidence que sont définies les activités qualifiées de services de proximité. Cette dénomination n'est pas neutre. Elle suppose en effet la référence à une sociabilité entre proches, par la parenté ou par le voisinage, qui entraînerait naturellement la solidarité permettant d'éviter le recours à une production de services externalisés, qu'elle soit marchande ou étatique. Mais ce terme de service de proximité, largement utilisé dans la décennie 90, désigne un agglomérat extrêmement divers. À l'intérieur de cet ensemble, le rapport au Conseil économique et social de janvier 1996 distingue 4 grands types: les services d'aide à la vie quotidienne, les services d'amélioration du cadre de vie, les services culturels et de loisirs et les services d'environnement. L'ensemble des analyses s'accorde à considérer que les services à la vie quotidienne sont ceux promis au plus large développement. Ayant pour caractéristique d'être produits dans ou autour de l'habitation, ils mêlent encore les livraisons d'achat à domicile, les petites réparations, les travaux d'entretien du logement, les tâches ménagères et l'accompagnement d'enfants ou de personnes âgées. On voit donc, bien que leurs contours soient assez mal définis, qu'ils recouvrent un ensemble de services habituellement rendus, essentiellement par les femmes, dans les familles, sous forme du travail domestique gratuit. Alors qu'elles étaient restées longtemps ignorées de l'économie marchande et des analyses de la production, ces activités fort triviales ont soudain focalisé l'intérêt du fait du poids en emploi qu'elles représentaient potentiellement. En effet, si dans une perspective d'industrialisation, leur caractère hétéroclite et leur ancrage local sont autant de handicaps, en termes de gisement d'emploi, ces spécificités sont au contraire prometteuses. Les différents rapports soulignent l'émergence de multiples besoins nouveaux en services, nés des transformations sociales. Le vieillissement de la population qui multiplie les situations de dépendance, celle-ci étant définie comme la nécessité d'une assistance afin d'accomplir les actes essentiels de la vie, la montée de l'activité professionnelle des femmes, entraînant des besoins de garde d'enfants, et plus globalement l'augmentation du niveau de vie qui accroît la demande de services. Mais les rapports officiels, Bailly 1996, 7, de Bonneuil, l'AIG, Conseil d'analyse économique, 1998, insistent aussi sur les difficultés à prévoir liées à la solvabilisation de la demande et à la nécessaire structuration de l'offre. Tous soulignent le paradoxe. À la fois ces services répondent à des besoins réels non satisfaits, mais en même temps la plupart des ménages ne sont nullement prêts à payer pour se les procurer. Anne Flippo indique ainsi, en 1996, que 66% des ménages affirment ne pas avoir de budget à y consacrer Flippo 1996, et montre par ailleurs combien le recours aux services est sensible au prix, Flippo Ollier 1998, les ménages renonçant à se porter demandeurs dès que le prix du service excède un niveau très faible. L'existence de besoins réels n'est donc pas synonyme d'emploi puisque les ménages ont le choix entre faire eux-mêmes, faire faire par un proche ou utiliser un service rémunéré, sans parler du recours que l'on sait non négligeable dans ce domaine, au travail au noir. Il faut remarquer ici que la substitution d'un travail rémunéré à des activités réalisées gratuitement, dans le cadre de solidarité familiale ou de voisinage, explique sûrement pour une large part cette difficulté à payer le prix, de la part des consommateurs. Les pouvoirs publics se sont donc engagés dans une politique de développement de ces services de proximité, essentiellement par des mesures de solvabilisation et de facilitation de la demande. On peut citer, en 1987, l'exonération de charges sociales pour les employeurs de plus de 70 ans, à partir de 1991, le dispositif des emplois familiaux, permettant à leurs utilisateurs d'importantes réductions d'impôts, et à partir de 1995, l'instauration du chèque emploi-service qui simplifie les formalités liées à la position d'employeur en les réduisant à l'utilisation des apostrophes. Un chéquier comportant un volet social. Toutes ces mesures ont eu des effets importants.
La direction de la recherche du ministère du Travail, DARES, signale une croissance annuelle exceptionnelle du secteur jusqu'en 1997. C'est Alice Zilberman, 1997. En 1998, les emplois familiaux occupaient ainsi 730 000 salariés intervenant chez plus d'1,2 million utilisateurs employeurs, de Nantes, 2001. La croissance s'est ensuite poursuivie sur un rythme moins rapide. Les estimations d'emplois créés sont toutefois difficiles à apprécier car, d'une part, un certain nombre de nouveaux employeurs ont seulement profité des incitations pour régulariser un emploi au noir, et par ailleurs, la plupart des employeurs n'utilisent les salariés qu'un petit nombre d'heures par semaine. Peut-on alors assimiler la décision d'employer une femme de ménage durant 3 heures hebdomadaires à la création d'un emploi? On touche là à une spécificité du secteur: l'émiettement des espaces et des temps de travail. Les services à domicile présentent en effet cette originalité. L'espace de travail n'est autre que le logement, l'espace privé de l'utilisateur. Cela en fait, à coup sûr, un secteur particulier du point de vue de l'emploi. Pourtant, il paraît tout à fait erroné de parler de sa nouveauté. Le secteur des services à domicile a une histoire déjà longue, même si celle-ci est plus complexe qu'il n'y paraît. 2 origines distinctes et atypiques vis-à-vis du salariat. Dans le passé, on peut en effet observer 2 versions fort différentes de ces services à domicile: l'utilisation de domestiques et l'aide à domicile. Malgré leurs différences, ces modalités présentent une caractéristique commune, c'est leur distance au marché et aux relations sociales que celui-ci implique. Du côté de la domesticité, il se produit une internalisation de la relation marchande. Dans l'aide à domicile, c'est le bénévolat et son désintéressement qui sont mis en avant. La domesticité. Les travaux des historiens Neuzès permettent de distinguer 2 temps dans l'histoire récente de la domesticité. Celle-ci concerne tout d'abord les 2 sexes, puis devient au début du XXe siècle quasi exclusivement féminine. Jusqu'au XIXe siècle, la domesticité représente une forme généralisée d'emploi de la main-d'œuvre des 2 sexes, dans des unités de production qui ne se distinguent pas des unités familiales, qu'elles soient agricoles ou artisanales. À ce titre, le travail des domestiques peut aussi bien consister en tâches destinées à un produit ensuite écoulé sur le marché, qu'en tâches d'entretien quotidien du groupe domestique. Valérie Piette note ainsi les incertitudes des normes d'enregistrement statistique sur la qualité d'ouvriers ou de domestiques du fait de l'enchevêtrement des divers travaux. Les garçons brasseurs qui travaillent constamment chez le même maître doivent être considérés comme des domestiques dès qu'ils sont employés à d'autres services que ceux de la brasserie. Or c'est généralement le cas puisque les activités brassicoles sont saisonnières. Piette, 2000, page 37. Dans le cas des femmes, la confusion est plus grande qu'ailleurs. Il est évident que le travail des filles de boutique ne s'arrête pas au seul commerce. Elles nettoient le magasin, aident la maîtresse de maison, gardent les enfants pendant que celle-ci s'occupe de la vente. C'est pourquoi elles sont considérées bien plus comme des servantes que comme des employées de commerce. Le flou et l'ambiguïté de la condition de fille de boutique ou de la demoiselle de magasin subsistent au début du XXe siècle. Piette, pp. 38 à 39. Les domestiques font en quelque sorte partie sinon de la famille, du moins du groupe domestique, de la maisonnée, puisque celle-ci est aussi une unité de production. Du XVIe au XIXe siècle, André Burguière note comment, hors des élites, la taille des ménages épouse les niveaux de fortune mais mesure la capacité à produire, non à dépenser. Burguière 1986 page 36, car ils comprennent alors de nombreux domestiques qui contribuent à leur production. Si ces derniers sont soumis à l'autorité du chef de famille, celui-ci leur doit aussi subsistance et protection. En ce sens, les relations que les domestiques entretiennent avec leurs patrons se rapprochent de celles que ces mêmes patrons établissent avec leurs propres enfants. Rappelons la pratique généralisée du placement des jeunes comme domestiques dans d'autres familles jusqu'à leur mariage, qui permettait aux ménages pauvres de se délester d'une partie du fardeau familial, cependant qu'ils procuraient à d'autres manquant de bras un appoint de main-d'œuvre relativement bon marché. Mais la finalité était également et pour certains avant tout pédagogique. Burguière, page 42. À cet égard, Philippe Ariès nous met en garde contre les anachronismes. Le seul service qu'ont pu longtemps concevoir, le service domestique, n'entraînait aucune déchéance, n'éveillait aucune répugnance. Ariès, 1973, page 253.
La domesticité a donc longtemps été une modalité courante d'utilisation du travail destinée tant à une production marchande qu'au groupe familial employeur, mais, au moins jusqu'au début du XIXe siècle, elle constitue un rapport social fort différent du salariat tel que celui-ci s'établit dans les premières phases de l'industrialisation. Alors que les premiers salariés industriels sont des prolétaires, libres de toute attache mais aussi dénués de toute protection puisque n'appartenant à aucune communauté domestique capable de les entretenir, la domesticité apparaît comme une forme archaïque de travail, prolongeant dans le XIXe accent grave siècle des pratiques anciennes de subordination personnelle. Piette, page 10. Le service rendu par les domestiques n'est donc pas véritablement le fait d'agents extérieurs au groupe domestique. Bien au contraire, on peut parler d'une internalisation, non seulement des services, mais des personnes qui en sont les auteurs. Dans la société moderne en élaboration, les domestiques représentent donc une exception du fait que leur engagement comprend aussi leur personne. Pendant la période révolutionnaire, l'article 18 de la Déclaration des droits de 1793 avait affirmé « Tout homme peut engager ses services, son temps, mais il ne peut se vendre ni être vendu, sa personne n'est pas une propriété aliénable. » La loi ne reconnaît pas la domesticité. Il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie, et tenter de cette manière de faire la distinction entre subordination personnelle et service domestique, Fraisse, 1979, tant le glissement entre la position de domestique et celle de serf voire d'esclave apparaissait à la fois comme une possible éventualité et comme insupportable dans une société d'hommes libres. Le Code civil de 1804 reprendra cette idée en stipulant que nul ne pourra engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée, mais il ne pourra empêcher que les conditions d'emploi faites aux domestiques réaffirment leur sujétion personnelle. Dépendant dans tous les aspects de leur vie quotidienne, logement, nourriture, vêtements, de leur employeur qu'on appelle plus souvent encore leur maître, ils restent des citoyens de seconde zone auxquels les constituants de 1848 hésiteront longuement à accorder le droit de vote. Par ailleurs, même si les relations entre les domestiques et leurs employeurs sont marquées par une hiérarchie qui s'accompagne parfois de traitements humiliants, ils partagent la vie quotidienne de leurs employeurs et accèdent ainsi à une familiarité avec la culture bourgeoise qui peut apparaître comme une trahison vis-à-vis de leur classe d'origine. De ce fait, ces salariés pas comme les autres ont longtemps été tenus pour suspects par le mouvement ouvrier et laissés à l'écart des progrès obtenus par celui-ci dans l'encadrement par le droit du contrat de travail. Cette exceptionnalité de la domesticité se renforce avec l'accentuation des frontières délimitant l'espace privé, liée à la diffusion du mode de vie bourgeois et à la privatisation de la famille qui l'accompagne. Alors même que dans l'espace public, le salariat devient avec l'industrialisation au cours du XIXe siècle la modalité d'activité la plus courante. Dans l'espace privé, la domesticité change, elle se féminise, elle est à la fois plus répandue, les ménages de petits bourgeois les moins fortunés tenant malgré les difficultés financières à se faire servir pour affirmer leur rang et elle perd sa spécialisation en fonction, cuisinière, femme de chambre, cocher, etc. Caractéristique de la domesticité d'apparat. Peu avant la Première Guerre, l'évolution est achevée. L'essentiel des gens de maison est constitué de servantes uniques, véritables bonnes à tout faire, taillables et corvéables à merci. Piette, page 451. Il faut souligner ici les chiffres qui montrent combien, au XIXe siècle, la position de domestique a représenté dans les sociétés occidentales une modalité importante de travail, pour les femmes tout particulièrement. En excluant les domestiques agricoles, elles sont déjà 600 000 au recensement de 1851, et quelques années plus tard, en 1880, ce sont 1 100 000 personnes, 300 000 hommes et 800 000 femmes, soit 11% de la population active non agricole, qui occupent cette position. Marchand, Tello, 1997, page 131. Pour les femmes, ce sont donc 23% des actifs non agricoles qui sont domestiques, soit près d'1 sur 4. Parallèlement à sa féminisation, la singularité de la position de domestique dans le salariat se renforce. Plusieurs études soulignent ainsi les processus d'internalisation des bonnes dans le cercle familial. Tout d'abord, elles sont le plus souvent engagées très jeunes dans le service domestique, leur âge tendre apparaissant à leurs employeurs comme une garantie de docilité et de malléabilité. Valérie Piette note la pratique courante de placer en service des orphelines,
qui trouveraient ainsi une protection en même temps qu'un moyen de subsistance. Elle souligne aussi que les gages versés ne représentent qu'une partie de la rémunération effective puisque des dons en nature, de vêtements en particulier, viennent souvent la compléter. De même, Anne-Martin Fugier rapporte que Cusnier, auteur en 1912 d'un livre de référence sur les domestiques en France, évalue à 100 francs par an la différence de gain entre une domestique et une ouvrière. Une bonne peut selon lui économiser 300 F par an à condition qu'elle reste dans la même place. C'est évidemment une somme que n'économisera jamais une ouvrière. Mais il faut se rappeler que cette dernière travaille 60 à 70 jours de moins qu'une domestique. Cusnier appelle ces 100 francs de différence en faveur de la domestique, le prix de la liberté d'une femme au XXe siècle. Martin Fugier, 1985, page 91. C'est bien une forme de paternalisme qui s'exerce ici, ou plutôt de maternalisme puisque les patrons sont le plus souvent des patronnes, en intégrant les domestiques à l'intimité de leurs employeurs, avec des objectifs d'éducation. Nombre de bourgeoises insistent sur la nécessité de former le personnel de maison, mais qui tend aussi en les moralisant à les acculturer et à les séparer des autres salariés. Enfin et surtout, la définition de la tâche des bonnes reste des plus vagues, il leur faut tout faire, se plier à l'arbitraire de la demande des maîtres, puisqu'elles sont à leur service. Leur temps de travail ne connaît pas de limite. Les emplois du temps présentés par Anne-Martin Fugier sont à cet égard sans équivoque, qui déroulent les tâches du lever au coucher sans qu'une quelconque vie personnelle de la domestique puisse être distinguée de son travail. Martin Fugier, pp 104 à 109. Leur situation ne peut donc être définie par la nature des travaux, puisque ceux-ci sont dans la réalité infinie, variables, multiformes, mais se basent sur l'absence d'autonomie et la dépendance. Piette, page 35. Parce que l'objet même du contrat, le travail, est soumis à un large arbitraire de la part de leurs employeurs, c'est l'intégralité de leur personne qui paraît avoir été aliénée. L'affirmation de droit devient inopérante dans un espace qui est défini avant tout comme un lieu privé. Ces caractéristiques expliquent la difficulté des domestiques à accéder aux droits. Valérie Piette montre par exemple comment la loi sur le repos dominical en Belgique, 1905, provoque de longs débats, mais que ceux-ci n'envisagent jamais d'étendre son bénéfice aux domestiques, tant il paraît impensable d'imposer une quelconque règle d'origine extérieure dans l'espace domestique et de contrevenir ainsi à la puissance paternelle. Piette, page 112. En France, ce n'est que très progressivement à partir de 1923 et surtout après la Seconde Guerre mondiale que la législation du travail sera étendue aux domestiques. Ils sont en particulier concernés dès 1946 par l'établissement de salaires minima, mais Jacqueline Martin-Houane souligne qu'à l'époque la revendication la plus urgente porte plutôt sur l'aménagement de leur temps de travail, temps de repos, heures de liberté. Or les salaires mensuels définis ici le sont pour une durée effective de travail, correspondant aux usages de la région. Voilà que, on renvoie les domestiques aux 14 à 16 heures de travail journalier et qu'on légalise la continuation de telles pratiques. Martin-Houane, 1997, page 136. Les domestiques devront attendre 1957 avant d'obtenir l'arbitrage de la juridiction prud'homale dans les conflits avec leurs employeurs, et même 1980 pour bénéficier d'une convention collective nationale. Au cours du XXe siècle, la condition des domestiques s'est toutefois modifiée au point que la filiation entre les bonnes du début du siècle et les femmes de ménage contemporaines peut paraître artificielle. C'est que la domesticité pose aujourd'hui problème. Certes, la crise de la domesticité des années 1920, ressentie dans les classes bourgeoises de l'époque comme pénurie et comme contestation de la condition faite aux domestiques, est analysée aujourd'hui par les historiens NES comme résultat de l'explosion de la demande de ces bonnes à tout faire, indispensables à tout ménage ayant un rang social à tenir. Piette, page 343. Mais elle a eu comme conséquence la recherche d'alternatives à l'embauche de ces salariés introuvables, et si l'industrialisation, Piette, pp 391 à 392, de ces tâches domestiques semble toujours relever de la science-fiction, le malaise est redoublé aujourd'hui à l'égard de salariés auxquels est reconnue par ailleurs une véritable citoyenneté. Le récent changement de dénomination de la convention collective, des employés de maison, devenant en 1999 celle du particulier employeur, signale des modifications importantes dans la perception de la situation de celles qu'on hésite dorénavant à appeler domestiques ou même employés de maison.
C'est désormais le type de contrat salarial, entre particuliers, qui devient la marque de la spécificité de leur situation. Comme l'indiquait déjà Geneviève Fraisse en 1979, il est devenu de moins en moins légitime de se faire servir, et les employeurs comme les salariés préfèrent mettre l'accent sur la dimension de l'aide comprise dans le service à domicile, entretenant ainsi une certaine confusion avec la deuxième forme repérable d'intervention à domicile. L'aide à domicile. L'autre origine des services à domicile est en effet celle du travail bénévole. Le principe d'une aide familiale à domicile a été inventé, dès 1865 par la Congrégation des Petites Sœurs de l'Assomption. Ces religieuses ont pour mission de reconstituer la famille chrétienne en allant à domicile soigner les malades et en assumant en même temps les travaux ménagers. Bonamy, 1997. On voit par là que leur travail comporte d'emblée une double face. Il s'agit bien sûr de répondre à un besoin matériel immédiat, mais il s'agit aussi, et de façon inextricable, d'établir une relation de confiance qui doit permettre une action éducative et moralisatrice sur le groupe familial. Les tâches ménagères, par leur humilité même, apparaissent aux promoteurs de cette action comme particulièrement appropriées pour créer cette relation. Ces religieuses seront ensuite relayées, à partir de 1920, par une association de type loi 1901, l'aide aux mères de famille. Créée par une bourgeoise catholique, Madame Violet autour d'un petit noyau amical, cette association se donne pour but de seconder les mères courageuses qui assument la tâche d'élever une nombreuse famille en leur procurant l'aide effective de femmes dévouées, faisant avec elles, ou à leur place si leur santé les en empêche, toutes les besognes que comporte un ménage et les soins aux enfants. Cela sans faire de distinction entre les classes sociales et dans le respect des consciences. Les intervenantes à domicile sont donc le plus souvent des jeunes filles de la bourgeoisie catholique qui accomplissent bénévolement ces tâches. Bernadette Bonamy note toutefois que grâce à des souscriptions et des dons, un salaire modique sera versé à celles qui en ont besoin pour vivre. Bonamy, page 56, mais le modèle fondateur reste bien celui du bénévolat. Avec les associations créées pendant la Deuxième Guerre mondiale, cette perspective va changer. Issues de la mouvance catholique sociale, ces dernières ont des objectifs un peu différents. Si la sauvegarde de la famille est toujours essentielle, l'aide est envisagée aussi, dans la lignée de la JOC, Jeunesse ouvrière catholique, et de la JAC, Jeunesse agricole catholique, comme l'instrument d'une promotion collective des familles ouvrières carentes en milieu urbain, d'une défense du modèle de l'exploitation familiale en milieu rural. Pour ces organisations, il ne s'agit donc plus de charité chrétienne, ni même de paternalisme, mais de la reconnaissance par les familles elles-mêmes, du Suet, Loiseau 2003, de la nécessité de suppléer à l'indisponibilité en principe temporaire de la mère de famille. De ce fait, les moyens de l'aide changent puisque ce ne sont plus des bourgeoises nanties de moyens alternatifs d'existence ou des religieuses qui vont travailler dans les familles, mais des femmes issues du milieu ouvrier lui-même. Si les associations laissent une large place au bénévolat dans l'organisation des services, la question de la rémunération des intervenantes à domicile devient cruciale. Les jeunes filles des milieux populaires qui s'engagent dans ces tâches doivent pouvoir y trouver un moyen de subsistance en même temps qu'elles œuvrent à la promotion collective de leur classe. Les associations affirment donc à la fois la nécessité d'une rémunération suffisante pour permettre à ces femmes de vivre de leur travail, et d'une formation, car elles considèrent qu'une intervention destinée à se substituer à la mère de famille se doit d'être experte. Il faut souligner ici l'efficacité de l'action associative puisque le ministère de la Santé et de la Population reconnaît officiellement dès 1949 la nécessité d'une formation de 8 mois sanctionnée par un diplôme, le certificat de travailleuse familiale, classé en niveau 4, pour les salariés chargés des interventions, en même temps que le financement partiel de celle-ci par la collectivité. La signature d'une convention collective aura lieu dès 1957. Les militantes des associations familiales ont ainsi réussi à démontrer l'utilité d'une intervention à domicile, et mieux, à en faire prendre en charge partiellement le financement par la caisse d'allocation familiale. Elles sont ainsi à l'origine de la création d'une véritable profession, au sens fort de ce terme, telle que l'utilise la sociologie anglo-saxonne, c'est-à-dire une occupation dont l'accès n'est possible qu'aux détenteurs d'un diplôme et qui comporte des règles explicites d'exercice. Dans cette démarche, 2 points paraissent particulièrement importants à noter.
D'une part parce que l'intervention est envisagée comme substitution complète, même si temporaire et ponctuelle, à la mère de famille. Le travail domestique est reconnu dans son intégralité, c'est-à-dire à la fois dans ses composantes matérielles, ménage, cuisine, courses, soins aux plus jeunes enfants, et dans ses aspects immatériels. Organisation et planification des tâches, définition de règles éducatives vis-à-vis des enfants, etc. Il ne s'agit donc pas simplement d'effectuer des tâches ménagères, et cela explique que la nécessité d'une formation ait pu être reconnue. Mais d'autre part, les associations populaires familiales assignaient un autre objectif à l'aide à domicile, celui de permettre aux femmes des milieux ouvriers de participer à des activités militantes ou culturelles, en les libérant ponctuellement de leurs tâches domestiques, Bonamy, page 61. Plus largement, il s'agissait, comme le réclame par exemple en octobre 1957 le journal Vie populaire, d'obtenir un droit au repos pour les mères. Cela supposait non seulement que soit reconnu le travail effectué gratuitement par les mères de famille, mais aussi qu'un financement socialisé soit dégagé pour leur permettre de ne pas effectuer ce travail. Si le principe d'un financement par la caisse d'allocation familiale des interventions réalisées par les travailleuses familiales a bien été obtenu, il s'est toutefois limité au cas où la mère de famille était physiquement indisponible, tant il paraissait inenvisageable que la collectivité prenne en charge une intervention destinée à émanciper les femmes de l'espace domestique. C'est donc en tant que travailleuse sociale, intervenant dans des familles à problèmes, même si ces problèmes sont temporaires, maladie de la mère par exemple, par leur public en quelque sorte, que les travailleuses familiales vont se définir et définir leur professionnalité, et non par les tâches domestiques qu'elles effectuent. L'argument employé dans les années 1950 par les associations populaires familiales pour faire financer les services de travailleuses familiales reposait sur l'évidence de la surcharge en travail domestique des mères de familles nombreuses ouvrières, mais il n'a permis d'obtenir que le financement d'interventions destinées à pallier l'indisponibilité des mères, sans remettre en cause l'assignation de celles-ci au travail domestique. Toutefois, progressivement, la problématique de l'aide à domicile va se transformer. Ce ne sont plus tant les mères de famille débordées dont le besoin d'aide sera relevé que celui des personnes âgées vite assimilées à des personnes dépendantes, ne pouvant plus assumer elles-mêmes les tâches d'entretien au quotidien. Le vieillissement de la population fait ainsi apparaître un besoin d'aide, mais pour des personnes dont l'inaptitude est d'ordre physique et non social. Les caractéristiques sociales des ménages à aider se sont déplacées. Ce ne sont plus les seuls milieux populaires mais la totalité de l'éventail social qui est concerné. Parallèlement, les tâches attendues des intervenantes à domicile se sont modifiées. L'essentiel semblant être que les conditions matérielles du maintien à domicile soient réunies, de simples aides ménagères sont apparues suffisantes, les travailleuses familiales étant jugées trop qualifiées, pour des interventions dans lesquelles la dimension de travail social n'est pas centrale. Les travailleuses affectées à ce type d'intervention à domicile vont connaître une déqualification par rapport à la situation des travailleuses familiales. Aucun diplôme, aucune formation spécifique ne seront requis à l'embauche de ces nouvelles salariées, parfois employées pourtant par les mêmes associations. Si, après la signature d'une convention collective en 1983, un certificat d'aptitude à la fonction d'aide à domicile, CAFAD, est créé en 1988, ce diplôme n'est pas obligatoire pour exercer et jusqu'au récent accord de branche, il ne permettait guère d'améliorer la rémunération des salariés, le salaire conventionnel étant inférieur au SMIC. Cette tendance à la déqualification va encore s'accentuer dans la période récente avec l'instrumentalisation des associations par les politiques d'emploi, qui prétendent trouver dans les services à domicile des emplois pour insérer les chômeuses sans qualification. Pourtant, malgré ces difficultés à maintenir la professionnalisation, on est ici aux antipodes du modèle de la domesticité. Le maître mot est l'aide. Les tâches domestiques ne sont envisagées que comme un support 47, certes irremplaçable, d'une action avant tout destinée aux personnes et plus encore à la sauvegarde de l'institution familiale et des liens sociaux que celle-ci implique. L'aide s'entend dans un sens plus moral que matériel. Cela explique sans doute que cette action, longtemps accomplie sur le mode du bénévolat, ne semble pouvoir s'envisager sur un mode... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.